Hey! On se retrouve pour la dernière partie de la vidéo sur mes lectures de 2021. Cette fois-ci, on va parler des bandes dessinées et des mangas que j'ai pu lire. Normalement, ça ira vachement plus vite parce que j'en ai lu moins. Je suis une fraude. Je suis une autrice de bande dessinée qui ne lit pas de bande dessinée. Une fois de plus, je vais partir de mes classements sur l'application Goodreads. Vous pouvez me suivre via le lien dans la description. Et je vais parler des bandes dessinées en partant des bandes dessinées que j'ai notées 5 étoiles pour aller jusqu'aux bandes dessinées que j'ai notées 1 étoile. Spoiler alert, il n'y en a pas, je suis toujours bon public. Pour partir sur les 5 étoiles, cette année, j'ai eu la chance de lire plein de livres écrits par des auteurices strasbourgeois et strasbourgeoises que je connais soit hyper bien, soit de vue. Et je peux vous dire que Strasbourg a du talent en termes de bande dessinée. Franchement, cette année, ça y est allé, quoi. Enfin, il y a eu vraiment des créations de ouf. On va commencer par celle de mon amie adorée, Margot Messonnier, Erstein Kostis, qui est une bande dessinée déjà qui est ultra belle, avec le style hyper particulier de Margot Messonnier, et son univers narratif qui est très onirique, étrange. Erstein Kostis, ça raconte une déambulation dans un paysage assez étrange et des rencontres de ce personnage avec différents autres personnages assez étranges. C'est hyper beau, hyper bien, et je le dis pas parce que c'est ma super copine, genre vraiment je suis fan de son univers. En plus Margot, c'est quelqu'un de hyper détonnant et assez unique dans sa manière de voir le monde, de réfléchir, de faire des blagues, et ça se ressent vachement dans cette BD. On a l'impression d'être dans une plongée de son esprit qui nous amène à des endroits hyper inattendus parce que c'est comme ça qu'elle réfléchit et qu'elle est. Voilà, donc c'est un livre aussi unique que ce qu'elle est et je vous engage vraiment à le lire, c'est hyper poétique, hyper prenant, hyper beau. J'ai aussi lu Ted, drôle de coco d'Emily Gleeson, qui m'a beaucoup plu, qui raconte l'histoire de Ted, qui est une personne autiste, et là où c'est assez intéressant, c'est que c'est pas forcément une vision hyper validiste, et ça je pense que c'est lié au fait que Emily Gleeson a elle-même un frère autiste, un autisme qui entraîne un handicap social, donc dans les interactions humaines. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Ted, il est hyper bien intégré dans sa vie, il a tout sous contrôle. Certes, il a des habitudes qui peuvent sembler un peu bizarres, comme le fait de manger des cheeseburgers, des triple cheese tous les midis, mais qu'en fait ça marche, il a trouvé son équilibre, il est intégré, il est bibliothécaire, il fait bien son travail, il a sa routine qui lui plaît, il est heureux. Et en fait, un jour, il va rencontrer une vieille dame dont il va tomber amoureux et qui va complètement remettre en question tout son mode de vie. Donc le fait de manger des cheeseburgers, ce genre de choses. Et en fait, Ted, il va se sentir mais hyper paumé dans sa vie à partir de là. Donc je trouve que c'est une bande dessinée qui parle vachement bien du fait que les personnes valides parfois imposent ce qu'ils estiment être sain sur des personnes neuroatypiques ou non valides, et que avec leurs bons sentiments selon eux, ils font beaucoup plus de mal qu'autre chose, puisqu'en fait les personnes même neuroatypiques, même avec des handicaps, spoiler alert, savent mieux que vous ce qui est bon pour eux. C'est une bande dessinée hyper touchante, hyper drôle, parce que Emily Gleeson est probablement l'une des illustratrices les plus drôles de notre époque. Je vous recommande de le lire. Elle a pas volé son prix Révélation à Angoulême. J'ai aussi lu Avant l'oubli de Lisa Blumen, qui est hyper beau. Je pense qu'elle l'a sorti pile poil au bon moment, parce qu'en fait c'est une bande dessinée qui raconte les derniers instants avant que la Terre disparaisse, que ça soit la fin du monde entre guillemets, et on suit plusieurs personnages. Le style graphique de Lisa Blumen est incroyable, c'est hyper beau. L'histoire est super forte, super touchante. C'est vraiment une lecture que je recommande un peu à tout le monde, parce que c'est un récit de notre époque qui apporte des réponses, qui fait réfléchir. Je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai fini mon année en lisant Le Grand Vide de Léa Muraviec, qui est hyper bien. Vraiment, alors moi c'est mon coup de cœur absolu. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, aussi bien sur le style graphique qui est magnifique. Vraiment, je trouve que c'est d'une beauté sans nom. C'est hyper maîtrisé, et en fait ce qui est rare, c'est que ce style graphique s'accompagne d'une histoire mais extraordinaire, dans laquelle en fait on suit ce personnage qui s'appelle Manel Naer, et on est dans un monde où pour vivre, pour pas sombrer dans l'oubli et du coup mourir, il faut que des gens vous connaissent, et pour vous connaître ils doivent se répéter et connaître votre nom. Le problème de Manel, c'est qu'en fait il y a une pop star hyper connue qui s'appelle comme elle, et du coup, quand les gens pensent à son prénom, ils ne pensent plus à elle. Donc en fait, elle risque de mourir si elle fait pas quelque chose. Du coup, on suit en fait tout son travail pour retrouver de la popularité et ne pas tomber dans l'oubli, et voire de devenir immortel. Donc ça, immortel, c'est quand les gens vous connaissent tellement que vous n'avez plus aucun risque de mourir. Donc l'histoire est hyper prenante, hyper bien. Il y a plein de vannes dedans, parce que du coup, les gens font de la pub pour leurs prénoms. Donc la ville est remplie de pancartes avec des prénoms, dans lesquelles Léa Muraviec a calé
des private jokes, j'imagine, ou des blagues que tout un chacun peuvent comprendre. Et il y a plein d'inventions. Par exemple, on ouvre le livre, on tombe pas tout de suite sur la page de titre. En fait, il y a toute une petite scène introductive avant d'arriver au titre. Un peu comme dans un film, c'est le genre d'invention où tu te dis « Ah, mais c'est tellement bien, j'aurais aimé avoir l'idée !» Du coup, vraiment, je trouve que c'est hyper maîtrisé, je trouve ça ouf que ça soit un premier livre, et ça donne vraiment envie de voir ce qu'elle va faire ensuite, quoi. J'ai aussi lu Un visage familier de Michael Deforge, qui est hyper cool. C'est assez proche du grand vide, du coup, c'est intéressant. C'est des personnages qui vivent dans un monde où, en fait, il y a des mises à jour constantes qui vont faire que leur corps change et est en mutation perpétuelle. On leur dit que chaque mise à jour est faite pour améliorer leur corps, donc il n'y a jamais de régression, c'est toujours mieux qu'avant, mais c'est toujours un peu surprenant parce qu'en fait on se réveille, tout d'un coup on n'a plus de bras, on a une queue, voilà, en fait ils changent tout le temps les personnages. Donc le personnage principal a un travail où il lit des plaintes en fait écrites par les gens sur tout sujet de la vie, et c'est un personnage qui est en couple avec une personne qui finit par partir, et du coup il cherche constamment son visage familier dans les personnes qu'il croise en se disant qu'il saurait le reconnaître alors même que les personnages changent toujours d'apparence. Michael Deforge, c'est un auteur de bande dessinée qui écrit toujours des histoires incroyables avec un style graphique magnifique, donc je vous propose d'aller en lire de ce pas si vous ne l'avez jamais fait. On passe aux 4 étoiles qui changeraient peut-être si je relisais les BD maintenant parce que mon avis sur les auteurs ont peut-être changé. Et oui, je parle de toi Simon Hanselmann. J'ai lu donc Seed and Steam qui était le dernier opus de Meg Morgenthau, sa série autour d'une colocation avec une sorcière, un chat et un hibou qui sont junkies dépressifs et à qui il arrive des histoires improbables et somme toute vraiment dégueu, voire politiquement incorrectes. Faut savoir que c'était une série que j'adorais et j'adorais aussi ce tome-là, mais Simon Hanselmann est beaucoup descendu dans mon estime via Instagram par le fait qu'il maintenant cherche de l'argent à tout prix et que du coup j'ai du mal à voir ces bandes dessinées comme quelque chose de sincère, mais plutôt comme un moyen de payer ses factures. Je trouve qu'il nous a trop bombardé en ligne avec ses merchandising et du coup maintenant je trouve que ses récits sont hyper glauques, ça ne me touche plus du tout comme ça me touchait avant. Je trouve ça toujours aussi beau mais j'ai vachement plus de mal à rentrer dans son univers et j'ai dit de la merde. Seed and Steam, ce n'est pas le dernier opus, c'est un recueil de tous les fanzines à côté de l'histoire principale de Meg Morgenthau. Je le juge vraiment durement, ses bandes dessinées sont bien mais moi je n'arrive plus à l'apprécier comme avant. Il m'a saoulée pour dire les choses simplement. Désolée Simon. J'ai aussi lu L'Entaille d'Antoine Maillard, qui est une bande dessinée déjà hyper canon, parce qu'Antoine Maillard est un virtuose du dessin et du noir et blanc. Il sait comme personne faire des ambiances de lumière, de clair-obscur, et on le retrouve forcément dans sa bande dessinée. L'histoire a un côté un peu lynchien, donc c'est un peu la même vibe que Twin Peaks, où on est dans un petit village assez étrange, dans lequel il y a des histoires de meurtres, ce genre de choses, pour lesquelles on n'a pas forcément de résolution, parce que c'est pas ça l'important. C'est côté un peu bande dessinée, film noir. Je vous le recommande vivement parce que c'est très beau. J'ai aussi lu La Falaise de Mayon de Baï qui est hyper bien. Donc moi je suis très fan du style graphique de Manon. Je trouve ça trop beau. Je trouve que ça fait partie des illustratrices de notre époque qu'il faut suivre vivement parce qu'elle a un très grand talent. Notamment ce talent n'est pas que de l'ordre du dessin. Elle sait raconter des histoires très belles et très touchantes. Toujours un peu déprimantes, hein, on va pas se mentir Manon. Et là en l'occurrence c'est l'histoire de deux jeunes préadolescentes qui sont plutôt mal dans leur peau, un peu déprimées et qui se font le vœu de sauter ensemble de la falaise. Quand ce sera leur anniversaire, mais je me rappelle plus de quel âge, Manon elle sait vraiment raconter les histoires par les images et par la séquence, donc il y a beaucoup de non-dits. Je vous le conseille très vivement, c'est un très beau livre. Bravo Manon. Donc de Julie Michelin, j'ai aussi lu Exploratia. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au premier abord parce que c'est assez compliqué en fait l'univers qui est posé. Puis petit à petit on se laisse prendre au jeu et on rentre dans vraiment cet univers coloré et assez fantasmagorique on va dire. Alors je vais sûrement faire des raccourcis parce que j'ai lu il y a longtemps, mais c'est l'histoire de deux femmes qui cherchent des éléments très précis sur une planète, ces éléments de la biodiversité qui vont leur permettre de faire une sorte de recette d'objets magiques pour rematérialiser la Terre qui est en train de disparaître en ce moment-là. Et c'est du coup un récit de science-fiction assez métaphysique qui est hyper intéressant, dans lequel il faut prendre le temps de rentrer et une fois qu'on est dedans, c'est une lecture très agréable que je vous conseille vivement. Après, il y a
quelques mois, j'ai fait ma petite régression adolescente, ce qui veut dire que je me suis mise à lire tous les tomes de Nana. Ça fait environ 21 tomes, je crois. J'avais une nostalgie énorme. Je suis retombée dedans et c'était tout aussi douloureux de relire cette histoire qui est vraiment... mais genre vraiment, c'est dramatique, Nana, quoi. C'est chaque tome qui passe, t'es de plus en plus désespéré, t'as de moins en moins d'espoir pour que les choses finissent bien. Et je crois que c'était encore plus dur de le relire en sachant où ça allait et le fait qu'on n'aura jamais de résolution. Pour les 3 personnes dans la salle qui ne connaissent pas le manga Nana, ça raconte l'histoire de 2 jeunes femmes qui s'appellent toutes les 2 Nana et qui se retrouvent par hasard à devenir colocataires à Tokyo. Il y en a une dont littéralement la seule ambition dans sa vie, c'est de devenir une épouse parfaite et de trouver l'amour. Et l'autre, dont l'ambition est de devenir une chanteuse d'un groupe de rock. On voit en fait leur évolution. Et en fait, au départ, c'est hyper naïf, hyper mimi. Et ça sombre de plus en plus dans des trucs hyper dark, vraiment des dramas avec des agressions sexuelles, des viols, de la drogue et tout ça. Et en fait, c'est désespérant, quoi. À la fois, elles obtiennent ce qu'elles veulent, mais la version des choses qu'elles veulent, c'est quelque chose qui leur fait pas du bien, qui les rend tristes. Elles s'éloignent progressivement à cause de leur vie. Et en même temps, elles restent rattachées pour toujours à ces 6 mois où elles étaient en colocation, qui leur semblent être l'idéal de leur vie, le plus beau moment de leur vie. Donc je suis contente de les avoir relus. Je les aime tout autant que quand je les lisais à 12 ans, assise par terre dans le supermarché Cora pendant que ma mère faisait les courses. Cette passion n'est pas partie, mais par contre ça m'a... ça m'a déprimée. Ce n'est pas une lecture doudou. J'espère qu'un jour on aura une résolution, mais je crois que jamais, parce que l'autrice est malade, gravement malade, on sait pas trop ce qu'elle a, mais elle n'est pas en mesure de dessiner. Donc ça restera en suspens pour toujours, probablement. Cool. Ensuite, pour les 2 étoiles, j'ai lu d'Alison Bechdel, C'est toi ma maman, qui est un peu un livre qui répond à son livre qui s'appelle Fun Home. Donc Fun Home, pour le coup, je l'ai adoré. Ça raconte son enfance dans un funérarium parce que son père tenait un funérarium et ça raconte sa relation avec son père quand elle a fait son coming out qui s'est pas très bien passé en tant que femme lesbienne. Comment elle s'est rendue compte petit à petit qu'en fait son père était lui-même gay mais dans le placard et qu'il avait des histoires vraiment pas très nettes avec des mineurs. On adore, donc un livre qu'elle a réussi à écrire qu'à la mort de son père. C'est toi ma maman, c'est un livre réponse parce qu'elle l'écrit par rapport à sa relation avec sa mère, à la différence près que là sa mère est encore en vie. Pourquoi je suis moins rentrée dedans? Parce que en fait elle le fait au milieu d'une analyse, donc il y a plein de séances d'analyse, il y a plein de textes qui sont collés. Je trouve ça vachement plus dur et vachement moins universel que Fun Home a pu l'être. Enfin c'est un témoignage qui du coup est vachement plus individuel, donc ça m'a moins touchée. Je suis moins rentrée dedans que dans Fun Home et qui a vraiment été pour moi où je me suis dit waouh c'est trop beau, c'est trop cool, c'est le summum de la bande dessinée autobiographique. Là je trouve ça un peu moins convaincant. Et dans les 2 étoiles, je vais vous parler de ces livres qui reçoivent une presse incroyable, qu'on dit être le summum de la bande dessinée féministe. J'ai nommé Pucelle tome 1 et Pucelle tome 2. Pourquoi j'ai lu le tome 2, me demanderez-vous? Je ne sais pas, alors que je n'avais pas lu le tome 1. Je suis une sotte, je lis des choses que je n'aime pas trop souvent. Alors du coup pourquoi je n'ai pas aimé Pucelle qui raconte l'enfance d'une jeune fille hyper bloquée autour des questions de sexualité et qui est fille d'un ambassadeur ou en tout cas voilà quelqu'un qui voyage de pays en pays, donc vraiment classe supérieure. J'ai pas aimé parce que c'est hyper colonialiste, mais genre vraiment hyper colonialiste, où elle montre les habitants, plus dans quelle ville elle est, mais d'abord elle est en Amérique du Sud et elle le montre de manière hyper raciste, en mode genre il y a nous et les gueux. Pareil après elle est dans un pays d'Afrique, je sais plus lequel, et c'est vraiment genre les représentations les plus racistes des hommes noirs. Je ne pensais pas que c'était encore possible de faire ça en 2020-2021, c'est-à-dire vraiment dessin banania quoi, avec les grosses lèvres rouges, avec des personnages noirs qui parlent mal, qui connaissent pas le français et tout ça, et du coup en fait c'est horrible. Et je me disais peut-être le tome 2 va être mieux, et en fait pas du tout, c'est tout aussi raciste, et c'est tellement raciste que ça te fait oublier tout le témoignage qui était avant et qui pouvait être intéressant sur cette critique de la vision hyper castratrice de la sexualité dans la religion catholique. Voilà, tout ça passe dans mon esprit, c'est passé au second plan tellement cet aspect colonialiste et raciste prend toute la place, et où tu te dis mais comment veux-tu que je me sente touchée par ce que tu racontes vu comme tu es une petite bourge d'impérialiste blanche. Donc vraiment peut-être que elle a changé depuis et elle voulait livrer un récit hyper sincère et tout ça, mais en fait c'est horrible quoi, j'arrive pas à rentrer dedans. Et en fait moi ça m'a choquée parce que c'est vraiment un livre dont tout le monde parle en disant que c'est un chef-d'œuvre, que ça change la vie, que c'est hyper drôle, que tout ça. Et en fait moi
je l'ai pas reçu comme ça. En plus, à titre personnel, je le trouve hyper laid dans ses dessins et dans le choix de la typographie. Donc ça n'aide pas la lecture. C'est quelque chose que j'aurais pu surmonter si le scénario me plaisait, mais ce n'est pas le cas. Donc ça a été une lecture vraiment pas très agréable que je ne vous conseille pas. Et je ne vous le conseille pas parce que tous les autres articles vous le conseillent. Donc je pense que c'est bien de contrebalancer tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus en 2021. J'espère que ces vidéos vous ont plu et que c'était pas trop long. Moi personnellement, je pense que je vais avoir une angine d'avoir parlé littéralement 3 heures devant ma caméra. Je vais juste vous laisser en vous parlant d'une dernière bande dessinée, la mienne. Elle est enfin sortie. Je suis hyper contente de l'objet, je le trouve très beau. C'est un bon gros bébé de 320 pages, mais pour autant, il n'est pas lourd. Il a une couverture blanche très salissante car je suis une sotte, mais qui est somme toute très jolie, avec une dorure verte qui brille pour nous mettre de la chaleur dans nos cœurs. Un petit marque-page ruban pour marquer sa page si vous n'avez pas envie de binge-watcher ce livre, qui est somme toute assez dense. Voilà, il est enfin disponible. Il est disponible dans des librairies à Strasbourg, la librairie Le Tigre, Stavabulé, Quai des Brumes. Il est disponible aussi dans quelques librairies parisiennes. Pour tous les autres, je vous conseille de passer par le site Petite Nature qu'on a enfin ouvert pour vous procurer cet exemplaire. Et si jamais vous l'achetez et vous le lisez, n'hésitez pas à me donner vos retours parce que ça me fait tout le temps hyper chaud au cœur. Je me rends compte que ces 4 ans de travail ont servi à quelque chose et ça contrebalance tout ce temps passé à travailler seule avec mes doutes en me disant bah là enfin je crée une connexion avec un public, donc ça donne du sens. Merci beaucoup et à très bientôt.